parle souvent d'imagerie médicale, notamment à l'hôpital. Vous avez sans doute eu des radios, éventuellement même des IRM, par exemple des IRM du genou pour l'ostéo-articulaire. Mais en fait, on peut surtout parler des imageries médicales parce que, comme vous le voyez, il y a énormément de variabilité, de techniques diverses qui sont chacune associées à un examen et à un but diagnostic précis. D'accord ? Et dans le cadre hospitalier, l'objectif premier de l'imagerie médicale, c'est la détection, le suivi des lésions et éventuellement l'évaluation des traitements. D'accord ? Toutefois, en recherche biomédicale, qui est un peu plus générale et qui va peut-être vous intéresser plus directement, surtout si vous n'êtes pas médecin, c'est un peu plus compliqué, on va dire. D'accord ? L'objectif de l'imagerie médicale, c'est avant tout de jouer le rôle un peu d'une loupe, d'un appareil photo, pour observer l'organe in vivo, éventuellement de façon répétée, de façon à pouvoir observer un organe complexe, comme par exemple le cerveau, en fonctionnement, sans interagir de façon, on va dire, destructive pour l'information sur l'organe. D'accord ? Et ça va permettre de répondre à différents enjeux majeurs en innovation thérapeutique. La première, c'est d'établir le lien entre les données génétiques, mais pas seulement génétiques, il y a aussi les données transcriptomiques, protéomiques, métabolomiques, qui aujourd'hui sont recueillies par les biologistes, et de faire le lien entre cet aspect très moléculaire et le fonctionnement de l'organe, et éventuellement l'apparition des symptômes, qui sont ceux que finalement les gens perçoivent et les médecins détectent. D'accord ? Donc ce challenge nécessite forcément qu'on ait une visibilité des phénomènes à l'échelle de quelques cellules ou même à l'échelle de l'organe entier. D'accord ? Un autre enjeu, c'est l'identification de cibles thérapeutiques, notamment de nouvelles cibles thérapeutiques, lorsque, par exemple, on veut remonter l'historique d'un mécanisme physiopathologique. Donc on va éventuellement identifier des cibles thérapeutiques grâce à l'imagerie, et on va aussi identifier des biomarqueurs pathologiques qui vont nous permettre de suivre l'évolution de cette pathologie. D'accord ? Et de suivre aussi l'effet du médicament sur la pathologie. Donc, dans le cadre d'une étude de validation ou d'optimisation d'un candidat médicament, on va se servir de l'imagerie médicale comme d'un outil de caractérisation et de validation. D'accord ? Donc, dans ce schéma, ce qu'on voit, c'est globalement qu'on va partir d'une hypothèse génétique ou biophysique sur qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que le phénomène physiologique qu'on essaie de caractériser. On va en déduire un modèle animal. Vous connaissez sans doute tous ce schéma, ou à peu près l'idée en tout cas de ce schéma. On va se servir, notamment chez le rongeur, de l'imagerie qu'on appelle préclinique pour aller regarder l'organe. On va tester l'hypothèse. On va éventuellement valider un biomarqueur chez le rongeur, par exemple, je ne sais pas, une atrophie d'une sous-structure cérébrale. Et on va ensuite regarder dans quelle mesure est-ce que cette atrophie, par exemple, ou ce changement fonctionnel, va se retrouver, va corréler avec ce qu'on observe chez le patient. Et lorsqu'on va faire cette recherche biomédicale, finalement, okay, que vous soyez biologiste ou que vous soyez à l'étape de caractérisation en imagerie, vous allez vous servir de ces informations pour, sur plusieurs cycles, raffiner l'hypothèse, raffiner le modèle, et être de plus en plus pertinent jusqu'à ce qu'à un certain moment, vous puissiez vous servir et des biomarqueurs et de cette hypothèse comme le fondement de votre étude d'optimisation et de développement d'une drogue. D'accord ? Donc, au-delà de ce propos introductif assez général, je ne pense pas que je vais aller creuser dans le détail le cycle du médicament, parce que je pense qu'il y a des personnes ici qui ont intervenu ou qui vont intervenir sur ce thème précis. Je vais surtout vous présenter donc les différentes modalités d'imagerie, en tout cas celles que j'ai choisi aujourd'hui de vous détailler. Donc, historiquement, la première de ces modalités, c'est ce qu'on appelle le scanner X. D'accord ? C'est le pendant tridimensionnel de la radiographie classique. Donc, tout ça, ça a démarré en 1896 avec l'innovation de Röntgen. Et aujourd'hui, on va utiliser donc ces rayons X qui vont tourner autour du patient pour calculer une image 3D des tissus et surtout des os sur la base de l'absorption de ces rayons X par les atomes lourds. D'accord ?
On va pouvoir ainsi, en utilisant des jalons de contraste par exemple, regarder aussi bien un angiogramme, donc l'arbre artério-veineux, ou éventuellement les boyaux, les viscères, ainsi de suite, et les os. Donc ces agents de contraste, c'est une notion assez générale en imagerie médicale. Ce sont des pharmaceutiques dont l'objectif est d'impacter le signal dans l'imagerie que vous avez choisie. D'accord ? Donc en l'occurrence, en scanner X, ce sont souvent des molécules riches en iode ou en barium, mais ça peut également être des nanoparticules, par exemple des nanoparticules d'or, qui peuvent être fonctionnalisées pour cibler éventuellement un organe d'intérêt, ou qui vont circuler tout simplement de façon biocompatible et neutre, pour pas qu'il y ait de problème de toxicité, par exemple. Okay ? Donc ça, c'est tout un domaine également de recherche dans le domaine pharmaceutique. En termes d'innovation récente, aujourd'hui, on s'éloigne de plus en plus de la caméra avec une seule source pour aller vers des scanners qu'on appelle multi-énergie, c'est-à-dire soit avec 2 sources ou éventuellement avec des capteurs ici qui sont capables d'analyser spectralement l'absorption des noyaux en fonction de la fréquence, l'énergie des rayons X qui sont émis ici. D'accord ? On appelle un scanner spectral. Ça va permettre de distinguer 2, 3 tissus exactement, éventuellement d'utiliser plusieurs agents de contraste en même temps. Okay ? Tout ça dans le même examen. Et par ailleurs, l'intérêt, parce que le scanner X a un problème, c'est que les rayons X sont ionisants, ces scanners permettent également de réduire globalement de 50% la dose. OK ? Une deuxième modalité, c'est ce qu'on appelle la scintigraphie, ou plus précisément le SPECT. Single Photon Emission Computed Tomography, d'accord ? Donc le principe est légèrement différent. Ici, il n'y a pas de source extérieure au sens strict du terme. Ce qui va servir de source de rayonnement, c'est un agent de contraste, ce qu'on appelle un radiotraceur, c'est-à-dire un pharmaceutique auquel on a rajouté ici un isotope émetteur alpha, qui va émettre un photon gamma, là où il s'accumule, d'accord ? Donc typiquement, on va considérer par exemple cet agent de contraste, qui va aller se placer au niveau du myocarde. Et au niveau du myocarde, les événements de désintégration du technétium vont aboutir à la reconstruction d'une image après l'enregistrement de cette annihilation par ces capteurs qui sont des nanocristaux typiquement d'iodure de sodium. D'accord ? Et d'un point de vue technologique, les développements du scintigraphe dépendent en grande partie de l'optimisation de la formulation de ces cristaux. D'accord ? Et un autre domaine de recherche, c'est évidemment la formulation de ces radiotraceurs. Okay ? Alors, le principe de la tomographie par émission de positons est relativement similaire. Dans ce cas de figure, on ne va pas s'intéresser à un émetteur, enfin un radiotraceur auquel est attaché un isotope émetteur alpha, on va s'intéresser à un pharmaceutique auquel on a greffé un émetteur bêta. Donc cet émetteur bêta, je ne vais pas vous faire de sciences nucléaires, il va simplement émettre ce qu'on appelle un positron, qui est l'antiparticule de l'électron. Et donc ce qui va se passer dans le corps, c'est que, comme c'est illustré ici, ce positron va rencontrer assez rapidement un électron parce qu'on est plein d'électrons, okay, et ils vont se désintégrer. C'est une désintégration particule-antiparticule. Ils vont émettre 2 photons, dans 2 directions opposées, qui vont être détectés par cette couronne de détecteurs en ce qu'on appelle coïncidence. D'accord ? Et donc, lorsqu'on enregistre une désintégration en coïncidence, on va pouvoir, en gros, tracer la ligne de où s'est fait la désintégration, et un ordinateur va s'occuper de reconstruire une image 3D de cette densité de désintégration, d'accord ? Correspondant à la présence du radiotraceur. L'application typique du PET, c'est ce qu'on appelle le PET-FDG, pour fluorodésoxyglucose. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Fluorodésoxyglucose, c'est un équivalent du glucose qui n'est pas métabolisé totalement et qui va être transporté dans les tissus en fonction du rythme de transfert du glucose. Et en utilisant les images PET
FDG, on va pouvoir remonter à l'information du taux de consommation régional de glucose. Et c'est particulièrement intéressant parce que, comme on le voit ici, dans une tumeur, il va y avoir une forte concentration de glucose qui va être oxydée, parce que les tumeurs sont en prolifération constante. Okay ? Et donc, c'est un excellent outil de détection des tumeurs, sans hypothèse a priori sur la localisation, on va dire, de la tumeur. D'accord ? En termes de développement récent, ce qui intéresse énormément mes collègues, notamment au service hospitalier Frédéric Joliot, c'est l'imagerie de la pathologie, par exemple, d'Alzheimer, des maladies neurodégénératives, qui sont un vrai problème de santé. Donc, l'un des objectifs, c'est par exemple d'arriver à diagnostiquer les maladies d'Alzheimer de façon précoce, le plus tôt possible, puisque c'est un enjeu aussi pour pouvoir valider des traitements. Si on intervient trop tard, le traitement risque d'être inutile. Donc, on a par exemple de l'imagerie de l'amyloïde bêta, et récemment, on développe aussi des radiotraceurs qui vont aller marquer les tissus en fonction de la concentration de protéines tau. L'amyloïde bêta et la protéine tau sont deux molécules qui jouent un rôle central dans le mécanisme physiopathologique de la maladie d'Alzheimer, en tout cas tel qu'on le comprend aujourd'hui. Okay. Si vous avez des questions, encore une fois, on en reparlera plus tard. Alors, l'échographie ultrasonore, ou de façon générale l'imagerie ultrasonore, c'est aussi une modalité extrêmement intéressante. Je imagine que tout le monde connaît à peu près les fonctionnements. On a une barrette de piézoélectrique, c'est-à-dire des céramiques, qui transforment un courant en une onde de pression, qu'on va positionner à la surface des organes pour envoyer une onde ultrasonore, et on va enregistrer la réverbération de cette onde ultrasonore dans les tissus afin de reconstruire une image. D'accord ? L'avantage de cette méthode, c'est que c'est une méthode d'imagerie extrêmement rapide, en temps réel, transportable au pied du patient. D'accord ? Ce n'est pas un équipement aussi lourd que ceux qu'on a pu voir ici. D'accord ? C'est ambulatoire. Et dernièrement, ce qu'on fait notamment en échographie ultrasonore, c'est de nouveaux appareillages qui génèrent ces images éventuellement à différentes fréquences, à différentes énergies, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour le scanner, et qui vont permettre de développer de nouveaux contrastes. En l'occurrence ici, on va parler d'élastographie. Donc, on va envoyer des fréquences à des ondes ultrasonores à différentes fréquences, et par un calcul et une modélisation physique judicieuse, on va pouvoir calculer la rigidité du tissu. Et donc ça revient finalement à faire un examen de palpation virtuelle. Okay ? On va pouvoir aussi faire de la tomographie Doppler. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas expliquer le principe du Doppler. L'idée est de détecter ce qui bouge avec les ultrasons et de reconstruire en 3D les vaisseaux et le flux sanguin. D'accord ? Et donc ça, c'est très intéressant, que ce soit... Là, il s'agit d'imagerie de la souris. Vous voyez, une résolution extrêmement intéressante, en temps réel. Mais on peut faire ça exactement en cardiaque aussi. Donc, je vais arriver à mon domaine de prédilection, qui est l'IRM. Donc, l'IRM, c'est pour imagerie par résonance magnétique nucléaire, et c'est la technique la plus versatile, et sans doute aussi la plus complexe à maîtriser. Donc, l'IRM, le principe, c'est plonger un individu, un échantillon, dans un champ magnétique intense. Dans ce champ magnétique intense, certains noyaux, en l'occurrence, celui qui nous intéresse le plus souvent, le noyau d'hydrogène, va devenir magnétique. Il va commencer à tourner sur lui-même, et en tournant sur lui-même, il va donner au tissu une magnétisation. Cette magnétisation, on va pouvoir la manipuler et l'enregistrer, l'encoder spatialement et faire des images. D'accord ? Donc ces images, IRM, dépendent en grande partie de la densité d'eau et également aussi de leur mobilité. Okay ? Et elles vont être impactées, par exemple, par la quantité de gras. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va avoir une différence entre la matière grise et la matière blanche, puisque la matière blanche est plus grasse que la matière grise. Okay. Okay. Donc, c'est une méthode extrêmement intéressante pour tout ce qui est l'imagerie des tissus mous, et elle ne pose pas de problème d'un point de vue énergétique, puisque les énergies en jeu sont très faibles, un peu comme l'échographie d'ailleurs. Si vous avez des questions sur les principes physiques, on pourra toujours en discuter plus tard. Lorsqu'on va plus au champ, comme on fait chez nous à Neurospin,
Donc ici, je vous montre une image de notre aimant 7 Tesla qui devra arriver bientôt. On va pouvoir bénéficier d'une plus grande magnétisation des tissus. Et lorsqu'on a plus de magnétisation, plus de signal, on va pouvoir partager ce signal en plus petits morceaux, en plus petits pixels, et on va pouvoir faire des images mieux résolues. D'accord? Donc il y a un intérêt à aller à plus haut champ pour avoir de meilleures images, mais ça coûte plus cher. Il y a énormément de modalités différentes en imagerie, IRM. La raison principale étant que le signal de ces noyaux d'hydrogène peut être manipulé un peu comme quand on jouerait une symphonie avec des énergies différentes, des schémas différents, qui vont nous permettre par exemple de pondérer ce signal en fonction de leur mobilité dans telle ou telle direction de l'espace. Et donc en l'occurrence, on va parler ici d'imagerie de diffusion, parce qu'on va pénaliser le signal de ces molécules d'eau en fonction de leur mobilité, par exemple le long des axones. Et en faisant ainsi cette imagerie, on va pouvoir reconstituer le schéma des axones, par exemple dans le cerveau. Ce qui permet éventuellement d'aller analyser des défauts de connexion entre zones cérébrales, par exemple le frontal et l'amygdale. Okay. Ou pour le cas d'un problème moteur, on va parler par exemple de sclérose en plaques, entre un cortex moteur et la moelle épinière. Et on va voir des changements liés à la matière blanche, un affinement de ces axones, une raréfication, ou voire parfois une interruption de ces axones lorsqu'il y a un traumatisme ou lorsqu'il y a un défaut dans le développement cérébral de l'individu. D'accord ? Une autre modalité très intéressante, et auquel vous avez sans doute lu des choses dessus, c'est ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. Donc l'IRM fonctionnel, le principe est toujours de manipuler ce signal des molécules d'eau, et en l'occurrence ici, c'est de regarder comment est-ce que ce signal des molécules d'eau est impacté par les taux d'hémoglobine et de désoxyhémoglobine dans le sang. Et donc, en regardant ces changements en taux d'hémoglobine et de désoxyhémoglobine dans le sang, on va avoir ce qu'on appelle un changement de contraste, d'accord ? Et ce changement de contraste, il va se manifester donc par un changement de signal, qui va être synchronisé avec la réalisation d'une tâche et des phases de repos. Et donc on va pouvoir inférer par un test statistique quels sont les pixels dans l'espace qui ont eu un changement dans leur hémodynamique, dans leur paramètre hémodynamique, d'accord ? Et indirectement, on va donc pouvoir observer les neurones qui accroissent leur activité avec la tâche. Et on va pouvoir ainsi établir les spécialités des régions cérébrales. Okay ? On va pouvoir même faire ça au repos. Et on va pouvoir faire ça chez différentes espèces animales, sans avoir forcément de problématiques liées à leur capacité à répondre aux stimuli. C'est ce qu'on appelle de l'IRM fonctionnel de repos. En imagerie, IRM, on va pouvoir aussi faire de l'imagerie moléculaire, c'est-à-dire étudier, par exemple, des métabolites. Donc là, on va plus s'intéresser à l'eau, on va s'intéresser, par exemple, au lactate, on va s'intéresser à l'ATP, et là, on ne s'intéresse plus à l'atome d'hydrogène, mais à l'atome de phosphore. On va exactement aussi, par exemple, labelliser une molécule, comme on le fait en PET, ici avec du carbone 13, pour suivre le métabolisme, par exemple, d'une tumeur, et éventuellement aller regarder des étapes moléculaires plus précises que simplement la consommation de glucose. On va aussi avoir des agents de contraste, comme on a vu tout à l'heure pour le scanner, fonctionnalisés, qui vont par exemple cibler des récepteurs à la surface des tumeurs. On va également pouvoir regarder d'autres noyaux, par exemple le sodium, le lithium, etc. D'accord ? Donc, en résumé, ce que vous avez vu, c'est que les modalités d'image médicale, et il y en a d'autres, permettent de regarder énormément de choses différentes. Et en fonction de l'objectif thérapeutique, de l'organe d'intérêt, il va falloir faire le choix de quelle est la bonne modalité d'imagerie. Et ici, dans ce tableau, il y a un peu un résumé des forces et des faiblesses de chacune. D'accord ? De toute évidence, l'IRM, c'est la plus versatile. Énormément de paramètres peuvent être inférés à partir de ce changement de signal d'eau. D'accord ? Les ultrasons, c'est très rapide, temps réel. Par contre, c'est une profondeur d'exploration limitée. En PET, ou en spectre, on a une résolution spatiale relativement limitée. Par contre, on a une sensibilité extrême, d'accord, de quelques picomoles. Et en CT, on a une excellente résolution spatiale, mais la sensibilité n'est pas non plus extraordinaire. D'accord ? Donc, ce qui se développe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des approches hybrides. C'est-à-dire qu'on va combiner
TEP et CT, SPECT et CT, IRM et ultrasons, TEP et IRM, de façon à combiner leurs forces et minimiser leurs faiblesses. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, pour conclure, je vais vous parler d'un autre aspect qui est l'aspect computationnel, informatique. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qui va se passer en innovation thérapeutique, c'est qu'on va, grâce à l'imagerie, disposer d'énormément de données diverses, complémentaires, si possible, okay, anatomiques, structurelles, fonctionnelles, moléculaires, etc. Qu'on va pouvoir combiner avec des données génétiques ou autres et des scores cliniques. Et tout ça, vont constituer ce qu'on appelle des bases de données multimodales. Et ces bases de données multimodales, elles sont extrêmement volumineuses, puisque là, on va avoir, je ne sais pas, par exemple, 1000 sujets, 10 modalités, plusieurs examens, et ainsi de suite. D'accord ? Et donc, c'est un vrai challenge en termes de traitement de l'information. Ce genre de base de données, vous en connaissez sans doute, par exemple, ADNI aux États-Unis pour Alzheimer. En France, il y a eu le CATI, qui continue de travailler d'ailleurs, toujours lié au plan Alzheimer en France. Et il faut vraiment des expertises vraiment spécifiques pour pouvoir gérer et extraire de l'information de ces bases de données. Parce que lorsqu'on veut, par exemple, regarder le lien entre une mutation, des lésions ou des atrophies cérébrales et, par exemple, une réponse clinique à un traitement, on est souvent en train de regarder plusieurs millions de comparaisons. D'accord ? Et donc, d'un point de vue informatique, c'est extrêmement challenge. Une autre approche, toujours liée au big data, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de l'apprentissage statistique ou machine learning. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser une intelligence artificielle. Donc, on va avoir un set de données ou un sous-set de données qu'on va extraire de notre base multimodale, et on va définir des algorithmes qui vont aller chercher quelles sont les données qui nous permettent de faire le lien entre l'imagerie et le diagnostic. Et on va leur donner ces données, un peu comme on donne des exercices à un étudiant, ou lorsque un radiologue apprend à poser son diagnostic lorsqu'il est en internat. D'accord ? Okay. Et donc, au fur et à mesure qu'on lui donne des données variées, pertinentes, il va pouvoir être en mesure, à terme, de faire du diagnostic seul. C'est-à-dire, on va lui donner pour un patient les données dont on dispose, et il va nous dire ce patient correspond à tel état clinique, sans même avoir eu les informations cliniques. D'accord ? C'est ce qu'on appelle du diagnostic assisté par ordinateur. OK ? Ça aussi, c'est un domaine de recherche très intéressant. Donc, en conclusion, j'espère que je vous ai donné un aperçu de ce qu'est l'innovation en image médicale, mais aussi dans quelle mesure est-ce que l'image médicale peut vous servir pour l'innovation thérapeutique. Il y a beaucoup plus de choses à montrer que ce que je vous ai montré aujourd'hui. Un message, c'est la pluridisciplinarité de ce domaine. D'accord ? Vous avez vu qu'il y a les agents de contraste, il y a des chimistes, il y a des informaticiens, il y a des physiciens, il y a des médecins, il y a des biologistes qui doivent tous collaborer pour que ce domaine avance et pour qu'il soit pertinent pour vos découvertes.